Allez, on rentre. Deuxième partie, la plus importante. On en est où? Alors là, on voit bien en ce moment le marché. Et on a beau dire ce qu'on veut, tous les jours, dès que je vois une petite baisse, ça rebondit immédiatement. Donc, personne, tout le monde a envie de rentrer. Moi, j'entends Madame Michu, je la connais bien, je la rencontre tous les jours. Elle me dit, mais ça y est, je peux faire fortune en bourse, enfin, grosso modo. Côté taux, ça continue à baisser. Maintenant, il faut payer pour replacer son argent. C'est quand même un comble. Est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Tiens, je vais commencer par vous, parce que votre patron, il dit qu'on marche sur la tête un peu. Donc, il dit de faire attention à la raréfaction de la ressource obligataire en termes de collatéraux. Donc finalement, c'est plus technique de parler de bulles. Je pense qu'il y a aujourd'hui, et finalement, c'est ce qui permet d'entretenir peut-être, en tout cas, cette bulle obligataire, c'est le fait que finalement, il y a plus de demandes que d'offres et les prix s'envolent. C'est ce qu'on peut voir très clairement en zone euro. Et c'est ce dont Jamie Dimon se plaignait et signalait que si crise il y a dans les prochains mois, finalement, ce sera dur, même pour nous, gérants flexibles, de trouver des coussins d'amortisseurs, des éléments pour compenser la volatilité sur d'autres classes d'actifs. Alors, je pense qu'il faut quand même se garder aussi de... D'abord, on sera probablement les derniers à vous annoncer qu'il y aura une crise demain. En général, elle ne s'annonce pas et les économistes ou stratégistes ne sont pas de meilleurs visionnaires en la matière. Par contre, ce qu'on peut nous faire, c'est analyser si celle-ci est justifiée, s'il y a réellement une hystérie, une euphorie. Vous évoquiez des chiffres de 57% de 54, gérants qui sont inquiets. Donc voilà, il y a une inquiétude dans le marché. Je sens personne dans mes contreparties qui est d'un enthousiasme béat par rapport à l'évolution des marchés. Donc il y a une certaine prudence. Donc, il n'y a pas d'euphorie comme on a pu l'avoir en 2008. On a des valorisations qui sont aujourd'hui, lorsque je prends l'Europe, 16,3 fois les bénéfices attendus, avec des fondamentaux qui sont bien meilleurs qu'historiquement. On peut par exemple prendre le leverage qui avait posé tellement de problèmes en 2007, l'endettement des entreprises. On tournait en Europe à peu près 260%. Aujourd'hui, à peu près 170%. Aux États-Unis, 160% avant crise. Aujourd'hui, 100%. Les entreprises sont nettement moins endettées. On paye un petit peu plus cher que par le passé, mais on a des fondamentaux qui sont bien meilleurs. Vincent, je vous écoute, il n'y a pas de problème. Brice, tout va bien, si vous me dites tous que tout va bien, là, je pense qu'on ne va pas vous croire. On ne va pas vous croire. On va pas vous croire. Moi, j'entends des gérants, vraiment, quand on parle off. L'autre jour, il y avait une assemblée de la Chambre, la nouvelle nationale des conseillers en gestion de patrimoine. J'ai fait des tables rondes, les gérants me disaient tout va bien. Et en off, en sortant, ils me disaient top. Comment te dire? Je dois dire ça parce que je ne peux pas dire autrement, mais quand même, j'ai plus trop d'idées. Alors. Je dirais que la richesse de la gestion flexible, c'est de pouvoir investir sur un tas de classes d'actifs et toutes les classes d'actifs ne sont pas valorisées au même niveau. Et donc, si on regarde les actions aujourd'hui, on peut se dire que les actions américaines sont un peu chères, elles le sont un petit peu moins en Europe avec des fondamentaux qui sont bons. Si on regarde le marché obligataire, on a les emprunts d'État qui sont très chers à des niveaux extrêmement bas en termes de taux. Et à côté de ça, on a du high yield ou des emprunts corporate aux États-Unis qui sont correctement valorisés. Et puis surtout, il y a des moyens dans la gestion flexible, comme le fait de shorter par exemple des actions, mais surtout aujourd'hui peut-être des produits obligataires qui permettent de gagner de l'argent finalement, quelle que soit l'orientation des taux d'intérêt. Donc il ne faut pas se dire les obligations... si les taux passent tous en territoire négatif et que j'en veux pas, il y a toujours quelque chose à faire. Et c'est ça l'intérêt de la gestion flexible, c'est par exemple si aujourd'hui on est convaincu que les taux vont remonter, eh bien, on va se mettre short sur un emprunt américain ou un emprunt allemand à 5 ans, à 10 ans, et on en profitera si les taux remontent. C'est ça, en fait, l'intérêt de la gestion flexible, c'est d'avoir au sein d'un même portefeuille différentes stratégies qui vont être décorrélées et qui vont protéger le client en phase de perturbation sur les marchés. Malik, vous êtes d'accord? Bien sûr. Non. Moi, j'ai vu chez un confrère, j'ai vu un de vos confrères site internet aujourd'hui qui parlait de l'un de vos confrères, je veux dire Vincent Strauss aujourd'hui, qui disait mais aujourd'hui, on est en crise. Il y a plein d'argent, mais en fait, on va avoir des crises de liquidité. On va de plus en plus vers le risque et on achète de plus en plus n'importe quoi. Mais oui, mais c'est les politiques monétaires non conventionnelles qui poussent les investisseurs. Ouais. Mais la deuxième question, ce qu'il disait est vrai, c'est à la gestion de flexible aujourd'hui de faire ses preuves et d'aller rechercher les actifs qui semblent les plus attractifs. Mais la véritable question aussi, c'est qu'on manque de repères parce que quand j'entends dire oui, le marché européen se traite à 16,3, est-ce que c'est cher ou pas cher? Mais on n'est pas au même environnement de taux qu'on avait il y a 5 ou 7 ans. Quand le Sécu ne rapporte plus rien, effectivement, est-ce que alors, les PER vont dire quelque chose? Est-ce que 16,3 c'est cher aujourd'hui ou pas? C'est la vraie question. Et très honnêtement, j'ai du mal à y répondre. Parce que moi-même, je n'ai pas ces repères-là. Pour que ça ne soit pas cher, il faudrait vraiment que les entreprises européennes délivrent des croissances de bénéfices à venir au-delà de 15, 16, 17%. On espère qu'elles vont les atteindre. Elles ne les ont pas atteintes au cours des... Au-delà d'espérer, de faire des incantations, vous y croyez, vous? Je pense qu'on a un environnement aujourd'hui qui permet en tout cas d'être un peu plus optimiste sur la zone euro. Mais pour autant, je ne m'attends pas à une progression des indices encore de 20%, non. Parce que, alors là, c'est qu'on a des bonnes surprises économiques au niveau de la croissance, on a
des earnings des entreprises qui explosent et qui dépassent les attentes. Et on est dans un monde quand même où on est rentré dans un monde où la croissance économique va stagner. On n'est plus à des niveaux de croissance mondiale de 4%, 3,5%. En tout cas, avec tout ce qu'ont fait les banques centrales, regardez où se situe la croissance économique mondiale. Donc il y a des problèmes structurels, ce n'est plus des problèmes conjoncturels. La crise a eu... Alors vous allez où? Alors j'anticipe sur tout à l'heure, mais quelle classe d'actifs? Au fond, si on a ce niveau de crise là, à part un peu essayer de jouer dans un sens ou dans l'autre, c'est super dangereux. Il n'y a plus rien qui peut être sécure, non? Pas sécure. Oui, que ça devient, on arrive dans des zones dangereuses sur l'obligataire, sur les actions, comme le disait mon collègue, oui, les États-Unis pour nous c'est cher. Il y a peut-être une zone qu'on oublie un peu parce que c'est l'Asie émergente qui nous paraît peut-être un peu plus attractive, excepté la Chine, hein, mais l'Asie émergente parce que les taux américains, je ne pense pas qu'ils vont remonter fortement et ça aidera l'Asie à redécoller. C'est l'Arlésienne. Hein. Donc, oui, nous, on a réduit l'exposition sur l'obligataire, on a réduit l'exposition sur les actions fortement de plus de 20 points comparé à février dernier, parce qu'on aimerait avoir une petite respiration sur les marchés. Alors, quand vous réduisez l'exposition, on va venir à Gilles, mais quand vous allez où? Le cash aujourd'hui. D'accord. Gilles? Oui, on est assez d'accord. Hein. La française, on ne manque pas d'idées aujourd'hui. Effectivement, même si les niveaux de valorisation de certaines classes d'actifs peuvent paraître un peu chers, on parlait des taux, enfin on pourra parler des taux corps euros. C'est une conviction. On travaille chez nous en fait avec des comités spécialisés qui en fait hiérarchisent les différentes classes d'actifs et émettent des degrés de conviction en fait sur chaque classe d'actifs. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a moins envie d'avoir de la duration sur des taux corps euros. On considère que c'est très cher. C'est un message assez récent. Hein. C'est le dernier comité qui le publie. Voilà, donc ça c'est des éléments qui sont assez tangibles. Après, il y a plein de leviers aujourd'hui, l'Asie émergente, la dette émergente, le high yield euro, on en a parlé tout à l'heure. Enfin, il reste encore des high yield euro, je ne peux pas m'empêcher de le faire. À chaque fois qu'on me parle de high yield, je dis avant on appelait ça junk bonds. Hein. Non, mais voilà, donc c'est quand même aller prendre du risque. Hein. Oui, là aussi on n'est pas dans le même environnement. Enfin, on a des mais c'est joli high yield, je veux dire, ça fait beaucoup plus joli. Mais c'est beaucoup plus de risques. Oui, mais alors après, c'est toujours pareil. Il faut monitorer ça, construire ça dans sa construction de portefeuille. Évidemment, on va pas déloader de 20% son portefeuille action pour remettre 20% de high yield. On construit ça de manière effectivement argumentée et calibrée. Mais effectivement, il reste encore des choses à faire sur... et comme le disait Malik, hein, dans la configuration où on n'a plus d'idées, ou en tout cas les idées sont vraiment moindres, on peut effectivement augmenter la poche de cash et c'est ce qu'on a fait nous aussi assez récemment. D'accord. Georges, quelques questions, puis on démarre sur l'obligataire hein, aussi. La vraie crainte qu'ont les internautes, c'est la dépendance du gérant et de se dire comment est-ce que vous serez capable de vous dire un jour, il faut tout vendre, c'est la crise ou ça va mal, et il faut qu'on se protège. Et donc en gros, quel garde-fou est-ce que vous avez? Dépendance à qui? Non, c'est le fond, alors c'est au fond, on se dit, c'est la question, on revient sur notre partie d'avant, mais c'est les auditeurs qui ont la parole. La question, c'est est-ce qu'il y a une méthodologie ou au fond, est-ce que la gestion, c'est vous avez du talent, messieurs, et confiance, comment ça marche? Est-ce que vraiment c'est le gérant? Parce qu'on peut se dire ça, à un moment donné, on était benchmarké, on disait après c'est du stock picking. Aujourd'hui, est-ce que donner de la flexibilité, c'est dire j'ai un type très talentueux qui sent le marché, ou est-ce qu'il y a une vraie méthode? Comment ça se passe? Je pense que c'est plus jamais un one-man show. Enfin, corrige-moi si je me trompe. Enfin, on n'a plus de gérants individuels qui gèrent ce genre de portefeuille. Ce sont des équipes pluridisciplinaires qui, en effet, sont spécialisées chacune dans leur domaine. Une SICAV comme Global Income investit dans des obligations convertibles, des actions préférentielles, la dette émergente en Asie, aux États-Unis. Il était impossible pour un gérant d'être omniscient et de gérer des portefeuilles qui font parfois plusieurs dizaines de milliards de dollars ou d'euros. Donc ce sont des équipes pluridisciplinaires, donc il y a quand même un autocontrôle dans les comités d'investissement. Ça veut dire qu'on extrait le meilleur de chacun d'eux et qu'il y a réellement une analyse critique de la situation. Et que si en effet, et nous par exemple, nous allouons du cash au sein de poches internes portefeuille, la poche émergente, la poche action et ainsi de suite. Si nos gestionnaires, je dirais, qui s'occupent de ces matières spécifiques, estiment que dans leur environnement respectif, eh bien, ils ne trouvent plus d'opportunités ou que c'est trop cher ou que nos critères de rendement ne sont plus atteints, eh bien, il est rétribué élu sur sa performance, sur la qualité de son avis, pas sur l'argent qu'il a dans sa poche. Donc voilà, ça permet d'avoir réellement, là, en tout cas, un processus de gestion qui est orienté vers la préservation du capital, vers la performance du portefeuille. Alors Brice, si on dit que c'est plus, vous allez nous dire comment c'est chez vous, mais si on dit que c'est ça au fond, plus on va avoir des équipes larges dans chaque établissement, plus tout le monde va faire la même chose, on va moyenner tout, non? Je pense que toutes les maisons ont des process et des techniques de gestion qui sont différentes.
Vous ne pouvez pas gérer un fonds flexible dans une petite boutique de 10 personnes comme vous pouvez gérer un fonds flexible chez JP Morgan où vous avez des dizaines de gérants et d'analystes. C'est quoi la différence entre une boutique et M&G? Je dirais que c'est, encore une fois, c'est le process. Nous, on a une boutique qui s'appelle Gestion Flexible chez M&G avec une dizaine de personnes. C'est une boutique. À l'intérieur du groupe, c'est une boutique, c'est 10 personnes qui gèrent à peu près 5 milliards d'euros avec un process de gestion éprouvé depuis maintenant 15 ans. Et ce process de gestion, il est basé sur les valorisations, sur l'analyse des mouvements rapides sur les prix des classes d'actifs, avec derrière une construction de portefeuille adaptée au profil de risque du client et du fonds. Mais derrière, il y a matière à aller chercher de l'expertise obligataire, de l'expertise immobilière, de l'expertise convertible, actions, etc., qui sont situées dans le même immeuble. Mais il y a quand même un cœur au niveau du réacteur, une équipe de 10 personnes qui se réunit tous les jours pour essayer de comprendre ce que font les marchés et prendre des décisions qui s'imposent pour répliquer une analyse, une conviction. 10 personnes, ça ne décide pas. Il y a bien quelqu'un qui, à un moment donné. Enfin, si on se met à. On est combien autour de cette table 3, 4, 5, 6. Je suis sûr que si on essaye de décider, on va avoir du mal. Donc, il faut bien quelqu'un, à un moment donné, qui dise bon, allez, j'appuie sur le bouton là, non? Si tu veux, nous, chez nous, l'équipe, elle a grandi ensemble depuis 10 ans. Donc, c'est des gens qui arrivent à avoir des idées différentes de temps à autre. C'est une famille, on s'engueule dans les familles. Ils ont tendance un peu à converger quand même vers la vision du monde. Et donc, la même philosophie est adaptée un peu à tous les portefeuilles. Ces gens-là travaillent ensemble, ils ont une technique de gestion. Encore une fois, c'est 10 ans de travail ensemble qui semble fonctionner. Maintenant, derrière le fonds, il y a quand même un gérant qui prend la décision à la fin de la journée. Voilà. Gilles, on a eu l'occasion de se rencontrer une interview en face à face et vous avez l'air d'une question très structurée. Donc, est-ce que c'est le talent ou la structure qui fait la différence? Je ne crois pas au talent individuel, effectivement. Je ne pense pas que ce soit aujourd'hui ce dont on puisse parler dans ce type de gestion. On travaille tous dans des structures plus ou moins grosses, mais avec des process qui sont bien calibrés désormais, avec des expertises bien individualisées. Et on s'appuie justement. Moi, j'ai tendance à dire que je suis un pur généraliste et que je m'appuie sur les compétences des spécialistes avec qui je travaille. Donc, c'est ça, en fait. On a vraiment une approche un petit peu en râteau où on explore tout le champ des possibles et puis on finit par arriver à un portefeuille. Moi, j'interviens plutôt sur la partie construction du portefeuille. Et quand je dis moi, c'est une équipe de 10 personnes là aussi. On est à peu près dans le même type de configuration. Je ne sais pas comment on fait pour s'entendre à 10. Mais on s'engueule, forcément. On s'engueule évidemment, mais on arrive à trouver des compromis et effectivement, on arrive à calibrer les portefeuilles. Malik, vous êtes avec Laetitia, vous faites tous les deux ans? Non, mais nous, on a un modèle, on a un comité d'allocation d'actifs qui se réunit tous les mois, qui fait des prévisions sur les différentes classes d'actifs sur 3 mois. Mais notre particularité, c'est qu'on gère avec ce qu'on appelle des scénarios de marché. On essaye, sur un horizon de 3 mois, d'avoir autant d'imagination que le marché pourrait en avoir et de voir qu'est-ce qui pourrait se passer à 3 mois. Par exemple, aujourd'hui, on a 3 scénarios. Allons-y. Un scénario de croissance mondiale avec des surprises positives, notamment en zone euro. Un deuxième scénario de mauvaise interprétation par les marchés du discours de la Fed sur la remontée des taux. Et le troisième, qu'on a introduit le mois dernier, c'est un Grec exit. Donc la Grèce qui sort de la zone euro. Et les 3 ensemble? Donc, et on attribue, voilà, c'est ça le point important, c'est qu'on attribue des probabilités d'occurrence à chacun des scénarios. Et ça, c'est une décision collégiale. Chacun des gérants, des stratégistes chez CPR vote individuellement et c'est la médiane qui est retenue. Et à partir de ces scénarios-là, on optimise un portefeuille en tenant compte de ces 3 scénarios. La sortie de la Grèce, ça intéresse du monde, là. C'est quoi? Vous avez vu que les bookmakers ont fermé les. Nous, on a mis 15%, 15% de probabilité. Alors à Londres, vous avez vu aujourd'hui, les bookmakers, on était à 35, donc ils ont fermé les carnets parce que c'était trop. 3 contre 1. Et donc voilà, il n'y a pas un gérant qui va décider dans. Moi, j'ai l'impression que c'était vous, avec votre caractère. Non, il y a une équipe. Après, s'il n'y a pas accord, parce que après, au cours de la semaine, on peut changer nos allocations, parce qu'on a de nouvelles idées, il y a de nouvelles informations qui arrivent. On en discute entre nous, entre les gérants. S'il n'y a pas d'accord entre les gérants, bien sûr, c'est le patron qui va finir par trancher. Mais c'est une gestion collective, c'est ce que je voulais vous. Merci, messieurs. Avant de